Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à troisième mi-temps. Je suis en compagnie de nos analystes de sport sur RTI2. Aimé Brière est là. Choualio Diomandé de Nord-Sud Quotidien. Koulibaly Seydou de Super Sport. Et Aka est plus dans l'embouteillage. Il sera dans quelques minutes seulement. Il n'est pas très loin. Il faut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi un très bon résultat à Banjul. Et ils ont pris une sérieuse option en vue de la qualification pour le dernier tour. Pour les éliminatoires du Mondial 2014, dont les phases finales, vous le savez, vont se dérouler au Brésil. En Ligue 1, à 3 journées de la fin, la SEC met la pression sur le CEWE, tandis que la lutte pour le maintien fait rage, et puis que l'Africa Sport d'Abidjan a évité donc, le second forfait qui était synonyme de descente en D2. Enfin, la Côte d'Ivoire, terre d'accueil des championnats du monde de taekwondo, c'est un honneur et une fierté pour la Côte d'Ivoire. Messieurs, cet après-midi, la FIFA avait permis au public d'assister au dernier entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire avant de se rendre à Nairobi, en Tanzanie, à Dar es Salaam, pardon, pour le dernier match face à la Tanzanie. Et avant leur départ, la FIFA a fait les choses en grand. L'entraînement ouvert au public, vraiment c'était un très beau spectacle à voir. Et ce public est venu soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, en fin d'entraînement, 2 éléphants se sont comportés de la plus mauvaise des manières. Gosso Gosso et Abdul Razak en sont venus aux mains dans une bagarre digne de la lutte gréco-romaine. Et messieurs, en tout cas, ce n'est pas là le bon exemple. Koulibaly. Oui, ce n'est pas le bon exemple. Mais pour ironiser un peu, je dirais que... Alors vous avez vu tout ce public qui est venu les regarder. Voilà, pour ironiser un peu, je dirais que bon, c'est de bon augure. Ça veut dire qu'il y a de la niaque, il y a de la combativité, qu'on va les gagner en Tanzanie. Mais ce n'est pas le bon exemple. Parce que je pense que les éléphants ont aujourd'hui une image à préserver. Et quand le public vient comme ça, et que cela, si c'était à huis clos encore, cela pouvait passer. Mais quand 2 joueurs, surtout 2 jeunes joueurs qui, à mon avis, sont des piliers aujourd'hui de cette sélection, en viennent aux mains, nous n'avons pas encore tous les éléments de ce qui s'est passé. Je pense que ça n'honore pas vraiment les éléphants. Et c'est pas vraiment bon. C'est grave, hein, Choualio? Oui, non. Effectivement, c'est pas une bonne image pour les éléphants de Côte d'Ivoire et pour ces 2 joueurs. Un joueur professionnel, ils font leur métier, mais ils doivent servir d'exemple à ces nombreux jeunes Ivoiriens qui rêvent d'embrasser le métier de footballeur. Mais 2 éléphants, 2 professionnels qui se battent comme des gamins. Comme des gamins dans la rue, je pense que ce n'est pas bon pour l'image de cette équipe-là. Et là, la fédération doit pouvoir prendre ses responsabilités. C'est des cas d'indiscipline. Il faut sanctionner, il faut prendre des sanctions contre ces 2 joueurs-là pour essayer de ramener le calme dans le groupe pour que cet acte-là ne puisse plus se répéter au sein du groupe. À la veille d'un match important, c'est sûr qu'il y a de la tension, il y a de la pression, mais ils doivent être des gentlemen, se mettre au-dessus de la mêlée. C'est vrai que dans les clubs, on a souvent vu ça, des joueurs qui se battent, mais devant les spectateurs, devant les journalistes. Alors que vous le dites, on le voit avec la solidarité dont ils font preuve. Voilà. Et tous ces gamins que vous voyez là sont des fans de ces professionnels-là. Ils doivent servir d'exemple, ils doivent montrer l'exemple, la belle image, le bon exemple. Aimé. C'est grave ce qu'on a vécu cet après-midi. Alors, il faut dire quelque chose, c'est que du caractère, on en demande aux joueurs. Alors, combien de matchs les éléphants ont-ils perdu parce qu'on avait l'impression qu'il manquait de caractère. Mais ce caractère, il faut le montrer sur le terrain. Là, il y a un manque total de professionnalisme de la part de ces jeunes, de ces joueurs, au demeurant sympathiques. Rien ne pouvait laisser prévoir une altercation de ce genre, n'est-ce pas? Manque de professionnalisme parce que dans un groupe, on n'est pas obligé de s'aimer. On travaille ensemble, on vise un même objectif. Donc, on réunit ensemble les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif-là, et tant mieux pour tout le monde. Maintenant, ils ont considérablement nui à l'image de cette équipe des éléphants. Et ils ont corroboré un peu la thèse de ceux qui soutiennent qu'il y a des tensions. Alors quand on voit un pugilat ou une lutte ou un affrontement en lutte gréco-romaine, comment ne pas croire qu'il y ait entre les leaders de notre groupe des tensions? Voilà un peu ce qu'il faut dire. Ils ont nui à l'image
l'équipe de Côte d'Ivoire. Ils ont même un peu écorné l'image de la Fédération ivoirienne de football. Il faut bien le dire. Et puis surtout, nous sommes en regroupement. Ils ont nuit à l'harmonie du groupe. Donc il faut très vite faire le point et puis décider quelque chose. Bon, à mon avis, je pense que ce n'est pas une bonne image. Mais il faut dire peut-être que nous n'avons pas tous les éléments. Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Mais toujours est-il que du fait qu'il y a eu autant de public pour venir regarder les éléphants, venir les supporter, les soutenir, ils n'avaient pas à en venir aux mains. Mais quand on voit qu'après le pugilat, les mêmes joueurs se sont retrouvés dans le même cas pour partir, on pense que la tension a dû peut-être retomber. Ah oui, mais moi je pense que c'est une faute professionnelle. De la part de ces deux joueurs, c'est une faute professionnelle parce que c'est leur métier. Et le métier, ce n'est pas seulement sur le terrain, lors des matchs officiels, mais c'est surtout aussi à l'entraînement. Et quand il y a du public, quand il y a la presse, il faut montrer une belle image, le bon exemple. Parce que je le disais tout à l'heure, tous ces gamins que vous avez vus sont des fans de ces professionnels-là. Ils rêvent de ressembler à des Gosso, à des Abdou Razak, à des... tous les autres. À Touré autres. Donc ils viennent, ils font le déplacement, ils veulent voir leurs idoles. Mais si des idoles qu'ils viennent voir se battre comme des gamins d'Adjamé ou d'Abobo, je pense que là, il y a un problème. Et là, je le dis... Les gens de Cocody aussi se battent. Hein. Okay. Oui, comme l'a dit Koulibaly, effectivement, je suis d'accord avec lui, mais on ne cherche même pas à savoir le pourquoi du comment. N'est-ce pas? On voit l'image et les dégâts. C'est ça qu'il faut voir. On ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mais sinon, ça arrive que des d'autant plus, qu'on peut saluer ici la bonne organisation de la FIFA. Hein. Ils ont eu des vols spéciaux. Hein. D'abord pour aller en Gambie, et puis demain pour aller en Tanzanie. Et ils ont affrété un vol spécial pour ces joueurs-là, pour les mettre dans les meilleures conditions. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu la bagarre, ils se sont battus, il y a eu de la tension dans l'air. C'est comment est-ce que l'encadrement technique va gérer cet après-pugilat. Parce que ça c'est important aussi dans tous les clubs, il y a des tensions entre les joueurs, il y a toujours des tensions. Quand il y a un groupe, il y a toujours des oppositions souvent. Ça peut dégénérer. Ce qui est malheureux, c'est que ça soit passé devant le public. Autant de public. Oui. C'est ce qui est malheureux. Oui. Maintenant, c'est comment est-ce que l'encadrement technique va pouvoir juguler les égos des uns et des autres pour pouvoir repartir Alors, sur on revient encore sur... Oui, justement, parce que ça me rappelle un peu, avant la CAN 2000, au Ghana et au Nigeria, lors d'une préparation des éléphants à Conakry, il y a eu une bagarre entre Kwasi Blaise et Lassisi. Mais cette bagarre avait pourri le groupe et on connaît le résultat. Moi, je pense qu'il faut faire attention, comme le dit Seydou, il faut pouvoir gérer ce genre de choses. Mais il y avait aussi des bagarres mémorables dans la génération 70, mais elle n'était jamais sortie Voilà. des vestiaires. Oui, Voilà. mais là c'est d'autant plus grave que c'est ce qu'on dit. en parce plein que stade si où cela se serait passé à huis clos, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est On l'image n'aurait pas que su. cela. Aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, oui, les oui. jeunes qui étaient dans le public aujourd'hui, ils ont tous des avec, téléphones ouais, portables. ouais, ouais, Certains ont même filmé. Ouais, Et certainement. cela va circuler par-ci, par-là. C'est cela qui égratigne un peu la belle image que les éléphants donnent depuis un bon moment. Donc cela égratigne un peu l'image des éléphants. Alors, mais merci. c'est comment est-ce que l'encadrement va pouvoir juguler tout cela pour que nous repartions aller gagner la vous Tanzanie. pensez que la FIFA doit prendre des sanctions? Ah, il faut prendre des sanctions, c'est sûr, c'est sûr. Ça, Chalio? Non, il faut prendre des sanctions. Il ne faut pas laisser faire, il faut Bien. prendre des sanctions. Oui, et inévitablement, il faut des sanctions, qu'elles soient pécuniaires, qu'elles soient sportives. Ça c'est à leur niveau. à l'interne, ils vont régler ça. Alors, Pour donner- monsieur, pour donner on l'exemple. va voir le résumé du match Gambie et Côte d'Ivoire, où les éléphants, malgré une prestation qui n'était pas de haut volée, a quand même fait l'essentiel. Les éléphants ont fait l'essentiel, ils ont gagné 3-0. Battre la Gambie pour continuer allègrement la marche vers le mondial 2014. L'objectif a été atteint avec une large victoire 3-0. Mais ce ne fut pas simple. La Côte d'Ivoire se fait des frayeurs en début de partie. Les Gambiens attaquent, Maestro est dépassé, Hamza Barry frappe et Kopa Barry impeccable repousse sur son poteau droit. Une action nette de but à laquelle les éléphants ne tardent pas à répliquer. Wilfried Bony lance Lassina Traoré, l'attaquant de Lanzi Makashkala échoue une première fois avant de se reprendre pour ouvrir la marque. Une avance au score des Ivoiriens qui ne douche pas les ardeurs des Scorpions. Momodou Sessé est en position idéale, mais il enlève trop sa frappe.
Les Gambiens auront encore une opportunité avant la pause. Abdou Djamé est plus haut que la défense ivoirienne. Il reprend de la tête, mais c'est au-dessus. À la mi-temps, les Ivoiriens mènent par 1-0. Ayant échappé à l'égalisation à plusieurs reprises, les éléphants haussent le rythme. Servi par Yaya Touré, Lassina Traoré parvient à déborder à droite. Son retrait est merveilleusement exploité par Wilfried Bony. Les Scorpions continuent de se battre malgré tout. Hamza Barry sert Momodou Sessé, mais en pole position, il manque le cadre. Les éléphants se projettent en attaque. Faute. Le coup franc est dans les pieds de Yaya Touré. La frappe du joueur de Manchester City est somptueuse. Christopher Allen est cloué. Victoire précieuse de la Côte d'Ivoire, 3-0, comme lors de la manche aller au stade Houphouët-Boigny. La marche vers Brésil 2014 se poursuit. Mesdames et messieurs, vous savez que la RTI fait souvent les choses comme il le faut. Nous sommes rentrés en contact avec la Fédération ivoirienne de football qui a accepté que les deux protagonistes, accompagnés d'un de leurs dirigeants, le président Gondo, soient sur ce plateau pour dire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, Koulibaly, mais nous avons la chance de les avoir sur ce plateau. On ne va pas s'adresser au président d'abord, directement aux deux concernés. Gosso, vous êtes le plus âgé. Oui. Que s'est-il passé? Bon, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et ce qui s'est passé au stade Félix Houphouët-Boigny devant le public, et je trouve ça vraiment désolant parce que nous, footballeurs, nous devons apporter, véhiculer des sentiments ou des images positives. Et voilà, vraiment, nous sommes venus là pour présenter les excuses, franchement, à tous ces supporters qui étaient là ce soir, aux journalistes et surtout aux dirigeants de la fédération, à nos coéquipiers et aux coachs. Et franchement, cela ne va plus se répéter. Franchement, nous sommes vraiment désolés et vraiment encore on demande pardon à la nation tout entière. Alors, Razak, vous êtes jeune, vous êtes arrivé chez les éléphants et puis vous vous exprimez comme ça, vous bagarrez devant tout le monde? Non, franchement, je suis désolé. Bon, c'est l'intention, vous voyez, dans une équipe, tout le monde cherche à se battre et voilà, on s'est pris la tête. Voilà, c'est juste pour dire, on s'est pris la tête, bon, on s'excuse et ça va plus se répéter. Quoi. En te battant avec ton grand frère, tu lui as manqué aussi de respect. Hein? Non, c'est mon vieux père, c'est juste, voilà, c'est comme dans le jeu, vous voyez, c'est le chien est chaud, tout le monde, le sein est chaud et ça fait jusqu'à, voilà, on peut se discuter et puis bon, voilà, ça passe. Quoi. Bon, j'ai vu une belle image tout à l'heure au maquillage, je les ai vus, ils sont arrivés tous les deux ensemble accompagnés de Gondo. Ils étaient tous souriants, main dans la main. Est-ce qu'on peut dire que la tension est retombée et que c'est vraiment un incident totalement clos? Allez, en direct, là, vous serrez la main. Non, il n'y a rien à voir. Il y a juste... C'est pas sur le terrain. C'est au terrain, c'est au terrain, c'est le football, c'est normal. Qui a gagné au point? C'est un show. Qui a gagné au point? Personne n'a gagné au point. Personne n'a gagné au point. Non, personne n'a gagné au point. Personne n'a compté le point. Non, personne n'a gagné au point. C'était un show. Alors, président, Gondo, vous êtes là, vous les avez accompagnés. Le calme est revenu, la sérénité est revenue. La FIF va-t-elle prendre des sanctions? Non, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que, qui était important pour ces garçons à dire, ils ont insisté pour venir le dire devant la nation, devant tout le monde, c'est de dire que l'image qu'ils ont montrée cet après-midi, on espère qu'elle ne va pas passer beaucoup. Eux-mêmes, ils reconnaissent ce n'est pas l'image de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand on porte ce maillot, il y a un message qu'on véhicule, il y a quelque chose d'important. Et les gens, quand ils regardent l'équipe nationale, ce n'était pas ça, notre équipe nationale. Donc c'était le premier message qu'ils étaient venus porter cet après-midi, ce soir. La deuxième chose qu'ils ont voulu dire, ils l'ont dit, c'est que ils ont tout de suite se sont rendus compte que ce n'était pas bon. Ils ont présenté leurs excuses d'abord au groupe parce que, vous savez, quand on va se battre, on ne se bat pas entre nous. On va se battre contre un adversaire.
Donc, ils ont d'abord privilégié le groupe, présenté les astuces ensuite à leur coach. Et puis ensemble, ils sont venus voir le président pour dire vraiment, président, on a fauté, ce qu'on a fait là, c'est pas beau. Surtout que vous avez voulu cet après-midi offrir cet entraînement-là aux spectateurs. Ce n'était pas vraiment là l'occasion d'avoir ce comportement. C'est ça le plus important à l'heure où nous sommes. Ils sont conscients que nous allons dès demain en Tanzanie. Ils vont pour une bataille plus importante. Le reste appartient, comme le disait tout à l'heure votre invité, appartient au coach, appartient donc aux dirigeants de la fédération pour pouvoir gérer ce genre de questions-là. On ne peut pas vous dire que c'est la dernière fois que ça arrive en équipe nationale, parce que vous savez, nous sommes dirigeants de club. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Mais c'est sûr que... On va dire que ça vient. Mais on vous dit qu'on n'a rien à cacher aussi en équipe nationale. Voyez-vous, voilà. C'est quand ça vient, quand ça arrive, on le reconnaît. Contrairement au ragot qu'on lance parfois. Alors dites-nous, vos coéquipiers, comment est-ce qu'ils ont pris ça? Oui, évidemment, ils n'ont pas bien pris. Franchement, je me mets à leur place. Parce que ça ne donne pas l'image positive. Alors, nous, ce qu'on va vous demander ce soir, pour vous faire pardonner, vous gagnez en Tanzanie? On espère. Bon, actuellement, il y a un bon état d'esprit, tout le monde a envie de jouer. Et je pense que les places aussi sont chères. C'est pour ça, peut-être qu'on fait nous. Razak, vous promettez de gagner, de tout faire pour gagner? On va aller donner tout nos si le coach vous fait confiance, de toute façon, le plus important, c'est le groupe. C'est lui, voilà. Bon, alors, vous êtes conscient que ce que vous avez fait n'était pas bon. Vous n'allez plus recommencer. Prenez la promesse devant tout le monde. Oui, moi, personnellement, je prends l'engagement de ne plus le faire parce que moi, je suis le grand frère. Je dois donner vraiment l'exemple à tous les jeunes gens qui nous regardent et qui nous ont vus ce soir et venus demain, c'est pas bien. Alors toi aussi tu prends l'engagement de plus recommencer? Non, il n'y a pas de problème. Moi seulement j'apprends avec les vieux pères, les grands frères qui sont en équipe nationale. Et je sais donc que tu ne vas plus recommencer, pas avec un autre? Non. On ne veut plus entendre ça. Hein? Il n'y a plus... Président, merci. Mais avant que vous ne partiez, on va vous montrer le match aller face à la Tanzanie, où on l'avait emporté, et puis ça va vous rappeler un peu quelques souvenirs. Merci bien. Qu'à l'accoutumée, au stade Félix Houphouët-Boigny. N'empêche, la vingtaine de milliers de spectateurs a apprécié l'ouverture du score à la 12e minute sur une géniale inspiration de Kalunyo. La réaction tanzanienne 4 minutes plus tard a valeur d'avertissement, car c'est le montant gauche de Barikopa qui sauve la Côte d'Ivoire. Le match s'équilibre et le danger est présent dans les deux camps, comme sur ce coup franc de Drogba qui échoue sur la transversale. 1-0 à la mi-temps, 1-0 sans saveur. La seconde période de jeu est caractérisée par un double remplacement Lamouchik. Kader et Yakonan prennent les places de Gervinho et Tioté. Le jeu s'anime et Didier Drogba est contré in extremis par la défense tanzanienne. Le même Drogba, sur une sollicitation de Gervinho, se découvre des aptitudes au rugby. 72e minute, Kader Keita réceptionne un ballon à la limite du hors-jeu. Son centre en force est coupé par Didier Drogba qui marque. Les éléphants entament bien ces éliminatoires du mondial brésilien en s'imposant face à la Tanzanie. Mais dans 5 jours, il faudra confirmer contre le Maroc. Dans ce genre de situation, le gardien est obligé de se tenir sur sa ligne, étant donné... Nombreux. Voilà, messieurs, nous revenons sur ce plateau après l'intermède avec les internationaux de Côte d'Ivoire, Gosso Gosso et le jeune Abdoul Razak, accompagné de Gondo. Hein. Il fallait en parler ce soir et je pense qu'on peut féliciter la FIF d'avoir accepté que les joueurs viennent quand même s'exprimer aux yeux de toute la nation et surtout s'excuser pour leur mauvais comportement. Messieurs, on ne va pas revenir sur Côte d'Ivoire-Gambie parce que ça nous a bouleversé le programme. On attaque la Tanzanie, messieurs. La Tanzanie, ça va être un match difficile, Aimé. Oui, un match difficile. Et décisif. Décisif, tout à fait. Pourquoi? Parce que les Tanzaniens sont à 4 points, mais nous nous rencontrons directement. Ça veut dire que si nous obtenons un bon résultat contre la Tanzanie, nous sommes automatiquement qualifiés. Alors que si nous avions un mauvais résultat, à ce moment-là, ça me mettrait la pression pour le dernier match face au Lion de l'Atlas qui aura lieu en septembre. Voilà un peu la situation. Alors, je rappelle que le match a lieu dimanche prochain sur RTI 1, mais à 12h. Mesdames et messieurs, prenez vos rendez-vous. Vous êtes à 12h scotché à la maison pour voir ce match en direct sur les antennes de la RTI. Et puis, en parenthèse, la RTI a fait des efforts.
parce que ces deux matchs nous sont revenus extrêmement chers. On aura l'occasion d'en revenir, d'en parler prochainement, ce n'est pas là l'occasion. Mais messieurs, Choualio, c'est un match de vérité. J'ai dit tout à l'heure décisif, mais c'est plutôt un match de vérité parce qu'il reste encore un match contre le Maroc. Mais c'est un match de vérité. Si on gagne, comme a dit Aimé, on est qualifié pour le prochain tour. Oui, effectivement, c'est un match extrêmement important. Il faut gagner ce match. Mais moi, je le dis, il faut tirer les leçons de ce qu'on a vu samedi dernier face à la Gambie. Parce que là, au-delà du résultat, le contenu de jeu n'était pas vraiment au rendez-vous. On n'a pas vu une bonne équipe des éléphants sur le plan du jeu, mais grâce à nos talents individuels, avec l'expérience, ils ont pu faire la différence. Mais il faut vraiment tirer les leçons du jeu, parce que face à une bonne équipe de Tanzanie, et si on présente la défense qu'on a présentée contre la Gambie, on aura des problèmes. Donc la Tanzanie est un peu au-dessus de la Gambie. Il faut faire très attention. Ce match-là, c'est un match très, très, très important. Alors, Aka, bonsoir, vous êtes juste arrivé à côté d'embouteillage. Mais dites-nous, qu'est-ce que la Mouchi peut améliorer dans cette équipe par rapport à ce qu'on a vu samedi dernier? Par rapport à samedi dernier, d'abord par rapport au choix des hommes. Je crois que le match que nous avons vu nous a montré qu'il était difficile de faire cohabiter deux avant-centres qui jouent pratiquement dans le même registre. En deuxième mi-temps, quand l'un des deux a été déporté sur le côté, notamment Traoré, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'espace pour Boni Wilfried. Donc déjà au niveau du choix tactique, il va falloir régler un certain problème. Au niveau du milieu de terrain, je crois qu'on a essayé avec 4 milieux de terrain et ça n'a pas produit ce que l'entraîneur recherchait, c'est-à-dire densifier son milieu de terrain, parce que les Gambiens avaient eu l'intelligence de sauter complètement notre milieu de terrain et de créer de notre problème. Donc déjà au niveau du choix des hommes et au niveau du choix tactique, il y a beaucoup de choses à améliorer. Alors, il a parlé des deux attaquants. Alors moi, je ne suis pas tellement d'accord avec Kaka. Lassiné a fait une passe décisive à Wilfried. Quand il jouait sur le côté droit. Il a fait une passe décisive à Wilfried. Et Wilfried en a fait de même. Et ils ont tous les deux marqué un but. Oui, ils ont marqué, mais ils n'ont pas pesé dans le jeu. Ça, il faut le dire tout net. C'est vrai qu'on a pris 3 points, on a marqué 3 buts, on n'a pas encaissé de buts. Il faut voir le contenu du jeu. Le jeu. résultat sur le plan comptable est très intéressant, mais au niveau du jeu, vraiment, il n'y a rien à voir. Bon, alors on a en direct, on a en direct Yo Martial, le seul entraîneur qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Yo, bonsoir. Bonsoir. Alors Yo, dis-nous un peu le match face à la Gambie, là. On en a parlé un peu. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché? Ce qu'on peut dire déjà, ce qui a marché, c'est d'avoir gagné les 3 points et surtout avec 3 buts à l'extérieur. C'est pas évident. Et quand on sait que d'abord le Sénégal à l'époque a eu plein de difficultés face à la Gambie en Gambie, on connaît un peu les difficultés que toutes les équipes ont souvent quand elles se retrouvent en Gambie. L'état de la pelouse a joué beaucoup pour la circulation du bal, etc. Et puis le côté athlétique des Gambiens a beaucoup pesé sur nos joueurs dans l'ensemble. Maintenant, comme Aka l'a dit, c'est vrai, il y a eu 2 attaquants de pointe, peut-être qui se sont gênés à un moment donné parce qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Ils ont eu l'astuce, c'est à eux, aux attaquants, de pouvoir trouver la solution de leur disposition. S'il faut s'écarter pour mieux se gérer, je crois qu'ils l'ont fait et chacun a pu offrir un but à son pays. Alors, Yo, vous restez avec nous, Aimé, on va se projeter sur la Tanzanie. En Tanzanie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, déjà, je vais paraphraser la Mouchi qui dit vous allez voir autre chose. Eh bien, ce match contre la Gambie est riche en enseignements parce qu'il nous montre déjà comment on ne doit pas jouer. On ne doit pas jouer avec 3 numéros 6, Serré, Tioté et Romaric. Et ça nous oblige à positionner Yaya en attaquant de soutien. C'est pourquoi le changement a eu lieu. Alors oui, parce que quand on met Yaya en attaquant de soutien, eh bien, il devient un demandeur de ballon. Alors que quand tu le mets un cran
plus bas, il devient un pourvoyeur de ballons et de bons ballons. Alors, ce n'est pas pour critiquer la prestation de ces trois milieux, mais leur qualité première n'est pas la conception et l'orientation du jeu. Oui, et puis je pense qu'il y aura beaucoup de changements fondamentalement en attaque, parce qu'on n'a pas vu Gervinho qui va faire son retour, qui est aujourd'hui, à mon avis, à mon avis, je pense que c'est un atout très précieux au niveau de l'attaque des éléphants aujourd'hui. Il y a Kalou qui va être repositionné. Et comme l'a dit Yeo, l'état de la pelouse, vraiment, je pense que la CAF ne devrait même pas permettre de jouer des matchs, des compétitions africaines sur ce genre de pelouse. Un tacle de Boca a soulevé de la poussière. On a vu même que Yeri s'est blessé, rien qu'en tirant. Oui, non, mais attends, c'est vrai. Mais attends, l'état de la pelouse ne peut pas expliquer tout. Ne peut pas tout expliquer. Les lacunes défensives qu'on a vues, la pelouse ne peut pas tout expliquer. Les balles, sur les balles aériennes, on a vu les deux centraux, Zokora et Angwa, étaient souvent à la rue. Un ballon aérien, ça ne vient pas au sol, ce n'est pas la pelouse. Mais ils étaient en retard sur de nombreux ballons. Moi, je pense que la Mouchi doit pouvoir revoir sa défense. Parce que défensivement, l'équipe n'est pas bonne. Vous voyez la pelouse en question. Hein. Voilà. Défensivement, cette équipe n'est pas bonne. Et ça, on l'a constaté depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que Lamouchi a du boulot à faire à ce niveau-là. Il doit revoir l'animation défensive de son équipe, puisqu'on va en Tanzanie. La Tanzanie, ce n'est pas la Gambie. Il faut vraiment revoir la Yo, Martial. Je pense que le gros problème, c'est l'axe. Oui, alors, Yo, on fait allusion à l'axe central là. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, Yo? Oui. Oui, l'axe central qui a donné quelques frayeurs quand même aux supporters. L'axe central, aujourd'hui, vous savez, c'est l'une des rares fois où les deux actuellement qui ont joué ce week-end jouent ensemble. C'est pas évident. Zokora a eu beaucoup d'habitude de jouer soit avec Bamba, soit avec Polo. Et je crois que c'est à ce niveau que les choses ont un peu montré quelques défaillances. Mais je pense que la Mouchi saura pouvoir replacer les uns et les autres pour nous apporter un axe central beaucoup plus performant. Alors, Yao, une dernière question pour vous. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer pour gagner en Tanzanie? Je crois qu'il faut tout faire pour gagner en Tanzanie, pour avoir le cœur net. Mais savoir que le match va être certainement très difficile, mais il ne sera pas impossible pour nous de pouvoir gagner en Tanzanie compte tenu de la puissance de nos attaquants. Bien, merci Yo d'avoir participé à l'émission. On compte toujours sur vous lorsqu'on fait appel à vous. En tout cas, merci et puis bonne soirée. Vous suivez toujours l'émission. Aka, un dernier mot sur Côte d'Ivoire. Non, moi je pense que il faut revenir à notre bon système 4-3-3. Parce que je crois que les qualités et le talent de nos joueurs s'y prêtent. C'est dommage que Razak ait eu ce spectacle désolant avec Gosso, mais je pense qu'en l'intégrant à la place de Romaric, qui à mon sens retarde un peu trop le jeu et fait des passes en profondeur très imprécises, revenir à notre bonne configuration 4-3-3 avec deux milieux défensifs, Yaya devant eux et sur les côtés, et puis choisir un des deux, ou bien Lassine ou bien Wilfried. Un dernier mot. Oui, on a vu la même chose, mais seulement on ne peut pas chercher d'excuses à la prestation des éléphants, même si on se félicite du contenu, du résultat final. Mais on peut quand même évoquer des circonstances atténuantes. Notre équipe a abordé cette rencontre dans des circonstances très difficiles. Pas de Drogba, pas de Gervinho, pas de Bamba. N'est-ce pas? Et bon, vous avez vu un peu l'état de la pelouse. L'état de la pelouse. Non, attendez, déjà, dans les secondes et des joueurs qui ont 60 matchs dans les chaussettes qui n'aspirent qu'à une chose à aller en vacances. Tous sont en fin de saison. Soit un dernier mot avant que... Moi, je pense qu'il faut oublier Drogba. Il faut apprendre à vivre sans Drogba. Drogba, c'est la porte de sortie. Tout comme il faut s'attendre un jour au départ de Yaya. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui sont là, il faut les encourager. Donc, ça, Yaya a encore plus de temps que Drogba. Mais il faut s'y attendre. Aujourd'hui, on a des jeunes, il faut les faire confiance, il faut les encourager, il faut les soutenir. Drogba, je ne dis pas que... Drogba a toujours sa place. Mais je respecte l'homme, mais aujourd'hui, il faut apprendre à vivre sans lui. Mais il a toujours sa place, il est là. Ça dépend d'un coup. Non, Koulibaly, un dernier mot. Je n'ai pas fini. Juste 30 secondes. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que l'essentiel était de gagner.
Mais avec l'essentiel était de gagner, là. On n'a jamais rien gagné. Moi, je pense aujourd'hui, il faut vraiment revoir le contenu de notre jeu. Parce que lorsqu'on tombe face à des équipes comme la Gambie, la Tanzanie, on gagne sans bien jouer. Mais lorsqu'on tombe sur une bonne équipe comme le Nigeria, on coince. Alors, non seulement on tombe sur une équipe qui ne joue pas bien et qui a un terrain pratiquement impossible de jouer, cette fois-ci c'est la Tanzanie, avec un stade digne d'un stade comme il faut. Vous allez voir le stade où les éléphants avaient joué, ils avaient battu 1-0 cette équipe de Tanzanie en match amical avant le mondial 2010. C'est le National Stadium, c'est sur cette pelouse que les éléphants vont jouer. Koulibaly, on ne pourra pas dire que la pelouse est mauvaise. Non, l'excuse de la pelouse, la pelouse n'est pas une excuse. Mais la pelouse est un des éléments qui peut expliquer le mauvais jeu des éléphants. Mais il y a les choix des hommes. Quand on joue avec 2 attaquants et que les 2 jouent en pleine surface et se gênent, il y a des problèmes pour avoir alors, des occasions. Vous dites qu'ils se gênent, donc, voilà, ils ont marqué 2 buts, oui, ils ont fait 2 passes. Non, allez, laisse-moi expliquer. Moi, ça, je ne comprends pas. Non, en Italie, on aurait dit, mais bravo. Allez, laisse-moi expliquer, parce qu'après, il y a eu un repositionnement. On a vu Traoré qui s'est décalé totalement sur le côté. Et à partir mais ça, c'est le rôle de l'entraîneur, il a fait les arrêts placés correctement. Mais je veux dire, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais tout à l'heure qu'en Tanzanie, on aura un autre visage des éléphants. Parce que quand il va réintégrer un garçon comme Kalou, Gervinho va arriver, cela va donner un peu plus de punch à l'attaque des éléphants. Alors, et puis maintenant, il y aura un remplacement, et comme l'a dit Aka, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il faut revenir à notre traditionnel 4-3-3 qui nous permet de mieux gérer les matchs. Alors, on essaie pour éviter le stress du dernier match contre le Maroc, il faut que les éléphants l'emportent là-bas en Tanzanie pour se qualifier. Alain, il faut... Bon, peut-être que le temps n'est pas arrivé de sortir les calculettes. Mais il est le temps de passer au deuxième. Il nous faut 2 points au grand maximum. Non, il ne faut pas avoir 2 points. Un point, le goal Alain, quand on gère une équipe, on envisage toutes les éventualités et on prend des dispositions. Alors quand vous dites 2 points, vous pensez à un match nul en Tanzanie et puis un match nul 2 points suffisent pour nous qualifier. 2 points suffisent. Disons, par mesure de précaution, 2 points nous suffisent. Et si on gagne, il faut jouer. C'est facile, gagner et puis il n'y a plus de problème là. C'est pas de la loterie. Mais il faut gagner. De toutes les façons. Moi je pense qu'il faut aller jouer pour gagner. Voilà le potentiel. Attends, on a le potentiel. Maintenant, tout va dépendre du choix des hommes, du choix tactique, du match. Allez, c'est tout. Bon, on laisse le soin aux éléphants de gagner ce match et puis de faire taire les gens lors de la dernière rencontre parce qu'on ne veut pas avoir de suspense ici à Abidjan face au Maroc. Alors, chers amis, gagnez et puis vous êtes qualifiés pour le prochain tour. Merci, on va passer à la Ligue 1. Il ne reste plus que 3 journées. Et la SEC met la pression sur le CEW. Mais Koulibaly, je pense que le CEW, ils ont pratiquement le titre en poche, sauf cataclysme. Oui, sauf vraiment, comme tout est jouable. Et mathématiquement, on peut dire que le titre n'est pas encore dans la poche du CEW, mais il est à 90% dans la poche du CEW. Je pense que le CEW a fait déjà un grand pas vers ce trophée, il va se succéder à lui-même. Parce que je vois mal cette équipe de la SEC qui aujourd'hui a 2 visages. C'est une équipe qui elle-même n'est pas tellement sûre d'elle qu'aujourd'hui elle peut vous montrer un visage très reluisant et le lendemain montrer un visage totalement à l'envers. Donc c'est une équipe qui n'est pas trop sûre et dans la configuration actuelle, à 3 journées de la fin. Je pense que la SEC joue même plus pour la deuxième, deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions que pour le titre aujourd'hui. À 3 journées, je pense que c'est l'affaire est pratiquement la SEC peut-elle réaliser l'exploit, l'impossible exploit? Non, ce n'est pas un exploit impossible. Tout est possible en football. Voilà. À ce stade, à 3 journées de la fin, il faudrait qu'il y ait un gros malheur au CEW. Non, oui, mais à 3 journées de la fin, tout est possible. Mais le CEW a une chance de se succéder, puisque le CEW va recevoir à 2 reprises. Après le déplacement, il suffit de gagner un seul match. Voilà, le CEW reçoit, d'abord le CEW joue contre Denguélé, ensuite le CEW reçoit Benjaville et le Sporting Club de Gagnoua lors de la dernière journée. Donc à domicile, c'est une équipe qui
qui est vraiment solide à domicile, qui est imbattable. Et là, avec ces 2 réceptions-là, je pense que le COE peut s'en sortir. Oui, Aimé, un mot là-dessus. L'année dernière, la SEC n'avait pas 8 points de retard, la SEC en avait 5, dans les mêmes conditions. Et effectivement, la SEC a fait une remontée extraordinaire. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Et puis, il faut savoir que si on parle de pression de la SEC sur le COE avec 8 points d'écart, que va-t-on dire de la pression de la JCAT sur la SEC? Parce que la JCAT est juste à côté et même Gagnoa qui a un moins. Nous avons en direct notre confrère de Le Nouveau Réveil, hein, Gustave Boisfo. Gustave, bonsoir. Bonsoir, Alain. Bon, Gustave, alors dis-nous, c'est à 3 journées de la fin, le COE tient-il le bon bout par rapport à la SEC? Oui, je pense sincèrement que malgré, j'allais dire, ce réveil de la SEC d'Abidjan, je pense que, en toute sincérité, le COE tient le bon bout pour se succéder à lui-même. Alors, je rappelle que le COE a 51 points et que la SEC en a 43, hein, Gustave? Oui, tout à fait. Il y a 8 points de différence entre les 2 équipes. Je pense qu'il faut expliquer un peu ce baisse de régime du COE par le fait que les jeunes gens sont rentrés, j'allais dire, dans l'histoire en se qualifiant pour les phases, j'allais dire, finale de la Ligue des Champions. Donc, ce qui fait qu'ils ont perdu un peu la motivation. Mais à 3 journées, je pense que les dirigeants et l'entraîneur, le staff technique auront les mots justes pour remotiver le COE qui n'a besoin qu'une seule victoire, n'est pas pour être champion. Je pense plutôt que l'enjeu se retrouve pour la deuxième place. La deuxième place, quand on voit qu'il y a l'impact qui talonne aussi la SEC d'Abidjan, il faut plutôt regarder à ce niveau. Il y a aussi le Sporting Club de Gagnoa qui n'est pas encore en jeu. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a encore de l'enjeu. Oui, il y a encore un match entre la SEC et la FAD, effectivement, pour cette deuxième place. Alors, tu restes avec nous, hein, on continue la discussion sur cette Ligue 1. Est-ce que vous la trouvez, Aimé, passionnante, cette Ligue 1? Oui, elle est tout à fait passionnante, hein, mais elle le sera moins parce que, quand je disais qu'il y avait à la même époque, l'année dernière, 5 points d'écart entre les 2 formations, il y avait un match en confrontation directe au bout. Et c'est ce qui rendait le duel encore plus passionnant. Mais cette fois-ci, je pense que le COE tient véritablement le bon bout. Mais nous assistons à de très belles rencontres. Il y a de très belles équipes dans cette Ligue 1. On parle aujourd'hui du COE et de la SEC qui s'est repris vraiment de manière spectaculaire. Mais il y a le Stella qui produit du beau jeu. Il y a la FAD qui peut rebondir. Voilà les belles équipes de cette Ligue 1. Alors, Aka, si au niveau du titre, c'est presque joué, hein, puisque le COE a toutes les faveurs, hein, de nos amis, l'Africa a évité un deuxième forfait qui était synonyme pratiquement de descente aux enfers. Bon, j'espère que la raison a habité les uns et les autres et qu'on est parti pour voir l'Africa participer aux 3 rencontres qui restent. Mais le problème qui peut se poser est de savoir s'il faut homologuer les 3 points acquis par COE contre l'Africa. Le Stella. Le Stella qui a joué contre l'Africa. Oui, contre l'Africa, voilà. Entre le Stella et l'Africa. Parce que quelque part, disons que l'avance considérable que COE a prise est un peu le résultat de ce forfait. Là, le titre est pratiquement acquis parce que pour que COE ne soit pas champion, il faut qu'il perde les 3 matchs et que la SEC gagne ces 3 matchs. Voilà, ok. Alors qu'il y a 2 matchs à domicile. Au sujet de l'Africa, Koulibaly, l'Africa a joué avec quelle licence? L'Africa a joué avec quel duplicata? L'Africa a joué avec les cartes d'identité nationale? Bon, vous savez, c'est la fédération qui gère la compétition, qui gère la ligue professionnelle, gère le championnat national. Donc, dans la Ligue 1, l'Africa peut se présenter, il y a la possibilité de venir avec des duplicata. Si par exemple les licences par extraordinaire sont bloquées par un clan, parce qu'on le sait qu'à l'Africa, il y a 2 clans. Si les licences sont bloquées par un clan, l'autre clan peut se présenter avec des duplicata. À partir du moment où à la réunion technique, il y a un clan qui a été reconnu par la fédération et que ces clans se présentent avec les joueurs, il y a la possibilité de présenter des duplicata, il y a la possibilité de faire des photos des joueurs pour jouer, il y a la possibilité de présenter des cartes nationales d'identité. Donc il y a beaucoup d'artifices qui permettent d'avoir les joueurs pour jouer.
Mais c'est dommage qu'il y ait eu déjà un forfait de la part de l'Africa qui, à mon avis, a faussé un peu la fin du championnat. Choilio, sur l'Africa qui a joué dimanche avec... Oui, moi je pense que c'est vrai que l'Africa n'a pas la licence, était du côté de Kone Shakouma. Mais l'Africa a joué avec des duplicata. Mais la Ligue professionnelle doit pouvoir communiquer sur ce genre de situation. Parce que là, c'est la Ligue qui organise ces compétitions-là. Elle doit pouvoir communiquer sur ce genre pour éviter qu'il y ait trop de ragots, trop de rumeurs. Mais malheureusement, il y a une absence créante de communication à ce niveau-là. Oui. Alors, la compétition n'est pas faussée du tout, Emmanuel. Une équipe de l'Africa en pleine possession de ses moyens est battue par le COE. Une équipe de l'Africa dans cette situation-là ne peut pas, logiquement, ne peut pas battre le COE. On avait Gustave. Gustave. Qu'est-ce que tu en sais, Alain? Gustave oui, alors par rapport à cette rencontre c'est Africa SEC, Africa Stella. Africa Stella. Comment est-ce que vous avez couvert cela, l'Africa, avec tous les problèmes qu'il y avait? Moi, je pense que déjà à partir du moment où l'Africa a réussi à être sur le terrain, c'était pour moi déjà une victoire parce que c'était pas facile. On sait qu'il y a à l'Africa aujourd'hui, il y a ce litige-là, cette crise que vit le club. Donc, il fallait d'abord sauver la saison. Comme je l'ai dit, il fallait sauver la saison. Et le fait que l'Africa a réussi à être sur le terrain, c'était déjà pour moi un grand pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'image que l'Africa nous offre aujourd'hui est déplorable pour un grand club comme l'Africa. Maintenant, il va falloir que les dirigeants puissent enterrer tous ces palabres-là et regarder l'intérêt du club. En tout cas, il faudrait qu'ils aillent en avion par terre pour régler tout ça. Là. Alors, tu restes toujours avec nous. On va parler maintenant de la lutte pour le maintien. Aka, Bassam est pratiquement maintenu. Et ils ont combien de points, Bassam? Ils ont 27 points. 27 points. Bon, les films, c'est pratiquement cuit. C'est cuit. Voilà, je constate que alors, entre le 13e et nous, il y a quand même 3 points. Sinon plus. Non, plus. Benjaville a 19 points et Bassam a 27 points. Bon. J'espère. Enfin, il nous faut encore une victoire ou deux. Alors, on va voir. On voit le classement qui apparaît. Merci beaucoup, Sakra. Le classement apparaît. Bassam est pratiquement sauvé. 8e, 27 points. Koulibaly, 19 points pour l'équipe de Benjaville. Ça va être difficile. Je pense que le film est pratiquement condamné et que maintenant. La lutte, c'est entre Benjerville, Soa et Korogo. Et puis, l'Africa qui a que 25 points. Hein? Oui, mais... Avec un match en moins. Avec un match en moins, je pense. Pas un match en moins. Voilà. Un match perdu, forfait. Non, un match en moins. L'Africa doit jouer contre le Sporting. Voilà, c'est vrai. D'accord, avec un match en moins. Alors, Aimé, comme dit Koul, la lutte pour le maintien, c'est fait rage. Ce sera difficile parce qu'avec la SOA, avec son goal average, a pratiquement un point supplémentaire. Et la SOA que nous avons vu évoluer contre la SEC la journée précédente nous a donné une bonne impression. C'était un 3-0 sec, mais le score paraissait assez flatteur pour les Mimos. Maintenant, l'Africa et l'Africa sont sauvés malgré son forfait. Et malgré le fait qu'elle a joué un match en moins contre le Sporting Club de Gagnoa qui dispute une place africaine, il faut bien le dire, mais ce sera très très difficile pour Benjerville. Folio sur les prétendants à la descente. Oui, les films, c'est quasiment fini. C'est cuit, oui. Les films orpheline de son président qui n'est pas là, Hervé Chaba. Et puis, je pense que la saison a été pourrie pour les films. C'est difficile. Maintenant, Benjerville doit se battre pour assurer son maintien. La SOA, c'est encore difficile. Donc là, les films, pour moi, c'est vraiment fini. C'est un retour au purgatoire. C'est vraiment dommage pour cette formation qui avait laissé entrevoir de beaux signes il y a cela quelques années. Mais malheureusement, pour les films, c'est vraiment difficile. Alors, nous avons toujours en ligne notre confrère de Le Nouveau Réveil, Gustave Boifo. Gustave, oui. Alors, en ce qui concerne la lutte pour le maintien, qui vous voyez pour descendre au purgatoire? Bon, je pense que c'est déjà pratiquement fini pour les films. À moins d'un miracle, je pense que les écoliers devront retourner probablement en deuxième division pour apprendre leur leçon. Et je
dirais que c'est vraiment dommage pour cette équipe. Mais je pense sincèrement que l'enfance de leur président fondateur, M. Sabayane, en a pour beaucoup dans cette situation. C'est vraiment dommage, mais je pense sincèrement qu'il n'y a plus rien à faire pour cette équipe de l'Égypte. Alors, je rappelle que c'était en direct dans cette émission Gustave Boifo de Le Nouveau Réveil. En tout cas, Gustave, merci d'avoir participé à l'émission avec nous. Merci bien. Et puis, bonne fin de soirée. Merci bien. Messieurs, alors un dernier tour sur la Ligue 1. On est d'accord tous que pratiquement le COE est champion? Oui, pratiquement. Champion à 99%. À 99%, il leur faut une victoire. Une seule victoire, oui. Oui, le COE est dans le bon wagon. Mais n'oublie pas aussi que les cadets du COE sont champions de Côte d'Ivoire. Donc là, ça va être un très beau doublé. Mais on peut saluer aussi le retour de la SEC qui n'avait pas bien débuté. Et qui reste une équipe qui réalise des séries. Parce que figurez-vous qu'avant de réaliser 4 victoires consécutives, la SEC avait perdu contre le COE. Et puis la SEC a perdu ensuite contre le Stella. Et la SEC semble repartir avec 2 victoires consécutives vers une nouvelle série. Aka? Bon, je constate que c'est les 2 équipes qui sont montées l'année dernière et qui redescendent. C'est vraiment... pas encore fait pour Benjerville. Hein. Ils ont encore un espoir. Bon, c'est vraiment dommage pour le président Diabaté. C'est ça, pour le président Diabaté, parce que je pense que c'est un dirigeant qu'il faut encourager et qui fait du bon travail avec Benjerville. Ils ont connu un petit retard à l'allumage, avec des passages à vide par moment. Mais je crois que l'équipe de Benjerville était l'une qui produisait l'un des plus beaux footballs. Voilà, donc il nous reste d'être encouragé. Il nous reste 3 journées et puis on verra bien d'ici ces 3 journées qui descendra et qui sera champion ou 2e ou 3e. En tout cas, c'est une belle saison de football avec les matchs à entrée gratuite. Les gens viennent au terrain pour voir un peu les équipes. Je ne sais pas si l'année prochaine, la FIFA va continuer à faire entrée gratuite, mais on verra bien. Allez, messieurs, moi, je pense qu'il faut décongestionner un peu Abidjan. Avec les équipes. Avec les équipes. Bon, ça, on pourra en reparler prochainement, il n'y a pas de problème. On va passer maintenant à une très bonne nouvelle, monsieur. On va parler de taekwondo. La Côte d'Ivoire va organiser, mesdames et messieurs, la Coupe du monde de taekwondo. Ici à Abidjan, c'est au mois de novembre, je crois bien. Novembre, oui. Alors, je pense que... messieurs, ça c'est, je ne sais pas comment dire, c'est formidable pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est formidable, mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, c'est la récompense d'un travail de longue haleine. La Côte d'Ivoire fait partie des pays leaders du taekwondo en Afrique. La Côte d'Ivoire est un pays qui compte sur le plan mondial dans le taekwondo. N'oubliez pas que l'un des plus grands maîtres de taekwondo au monde, qui est maître Kim Young Tae, a été ici pendant longtemps entraîneur de l'équipe nationale même. Et la Côte d'Ivoire a été vice-championne du monde de taekwondo dans les années 70. Et elle a toujours produit des combattants de qualité. Donc c'est une juste récompense au travail qui est fait. Et vous allez remarquer que chaque fois, même quand on parle de la parafiscalité, la Fédération ivoirienne de taekwondo a toujours été première depuis qu'on a fait ce classement au niveau des fédérations. C'est vrai. Donc il y a un travail qui est fait. La Côte d'Ivoire, Abidjan est une capitale mondiale, mais on peut dire que c'est un honneur et une fierté pour les Ivoiriens. Oui, non, c'est un honneur pour les Ivoiriens. Et parce que comme tout à l'heure le disait Sédou, le taekwondo ivoirien brille en ce moment. Et c'est une première en Afrique. Une première en Afrique. Et n'oubliez pas déjà que nos taekwondoïnes s'en vont pour le championnat du monde francophone qui se déroulera à partir du 15 juin. Ils sont partis avant-hier. C'est hier, avant-hier. Ils sont partis avant-hier qui se déroulera au Vietnam. On est avec des garçons comme Firmin Zokou chez les plus de 90 kg, Cédro Bané chez les 80 kg et Kobenan Georges chez les 68 kg. Ce sont des champions qui vont honorer encore le drapeau de la Côte d'Ivoire, des médaillés. Alors Firmin Zokou, ce n'est pas le judoka et le sprinter. Non, et le footballeur aussi. Et le footballeur, c'est son fils. Mais Alain, tout cela découle d'une certaine logique et d'une quantité énorme de travail. On voit la joie du président, Mamachek. Et voyez-vous le fil du scénario de l'émergence de la Côte d'Ivoire dans les meilleures nations du monde au taekwondo se dessine. On a fini champion d'Afrique aux Jeux de Madagascar. On enchaîne avec l'organisation de la francophonie à Abidjan avec des médailles. Et là, c'est le retour triomphal tout à fait. Et là, on va au Vietnam. Ensuite, on va faire le championnat du monde au Mexique et on va organiser le championnat
du monde ici. Alors, écoutez, et en plus, avec l'espoir de glaner quelques médailles. Qui ne se souvient de Zirignan, qui ne se souvient de remarques. Voilà. Aka? Bon, disons que cela fait partie des 3 grands challenges que la Côte d'Ivoire devait relever. Le premier, c'était Jacques Anouma, président de la CAF. Le deuxième, c'est l'Afro-Basket. Et puis le troisième, cette bonne surprise, c'est le championnat mondial de... Ah ouais, ça. Bon, c'est dommage qu'au niveau de l'Afro-Basket, il subsiste encore quelques petites inquiétudes. Qui ont été levées par le ministre lundi sur notre plateau. Bon, alors, vraiment, je ne sais pas si tu te souviens, on a dit que tout ce qui était bon pour relever l'image de la Côte d'Ivoire était vraiment indispensable. Et je crois que le taekwondo nous a apporté vraiment beaucoup de... Alors, nous avons en direct Maître Diarra Hippolyte, qui est le vice-président, deuxième vice-président de la Fédération de taekwondo. Il est ceinture noire, 4e dan. Maître, bonsoir, Maître Diarra. Bonsoir, monsieur. Voilà. Alors, vous avez entendu depuis longtemps, quand on parle de taekwondo ici, c'est un véritable hymne à la joie. Alors, vous avez eu un plébiscite au cours de ce vote. 26 voix pour, 2 contre. C'est ça. Alors... Comment elle est interprétée? Hippolyte? Alors, oui. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Ça a été un très grand moment de joie. Effectivement, c'était une ambition qu'avait nourri notre président Maman Cheikh Daniel, ainsi que tous les taekwondoïnes, surtout après l'organisation de la Coupe du Monde francophone. Et je pense que pour avoir eu 26 voix sur 8, c'était une très très grande satisfaction et ça signifie que réellement le taekwondo ivoirien est à un très très grand niveau. Alors, Maître Diarra Hippolyte, on peut dire que c'est le travail de cette fédération qui est récompensé? Bien sûr, c'est le travail de la fédération qui est récompensé. À la tête de cette fédération, Maman Cheikh Daniel. Et comme vous le savez, ce n'est pas fortuit parce que nous avons organisé une des meilleures Coupes du Monde francophone. C'était la 8e Coupe du Monde francophone en avril dernier. Et je pense que fort de cela, puisque le président mondial était là, le président également africain était là, et je pense qu'au sortir de cette belle organisation, la confiance était totale. Et déjà, avec Maman Cheikh Daniel, avait proposé la candidature de la Côte d'Ivoire afin que nous organisions cette Coupe du Monde. Alors, Maître, voilà, Maître Aka, une question pour vous. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Aka. Oui, moi, la question que je voulais poser, ce n'est pas en fait une question, c'est une observation. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer par rapport à la dernière organisation qui, de l'avis de tout le monde, n'était pas faite? Est-ce que... Faites allusion à la Coupe du Monde francophone. À la coupe du monde francophone. Que faut-il encore améliorer pour cet événement qui vient? Parce qu'il n'est pas certainement de la même envergure. Oui, c'est vrai que la Coupe du Monde et la Coupe du Monde francophone, c'est pas pareil. Mais en termes d'équipes participantes, c'est pratiquement pareil. Parce qu'il y a une élimination qui a été faite en amont par rapport à cette organisation. Et donc, c'est pratiquement les 16 meilleures équipes qui seront là. Alors que pour la Coupe du Monde francophone, nous avons reçu plus de 20 équipes, plus de 20 pays. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, la Coupe du Monde francophone, nous avons vu quelques insuffisances, même si ces insuffisances sont légères. Mais je crois qu'au niveau de la logistique, au niveau surtout aussi de la communication, nous allons améliorer également au plan communicationnel. Alors, Maître, Aimé a une question avant Choualio. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Maître, rassurez-vous, nous n'allons pas vous agresser, question de sauvegarder notre intégrité physique. Mais Maître, je suis toujours étonné de voir comment vous avez réussi à être plébiscité par rapport à des nations reconnues comme le Maroc et l'Afrique du Sud. Mais j'ai retenu dans le discours du président Maître Maman Cheikh Daniel qu'il allait poser comme projet la construction de nombreuses salles de pratique des arts martiaux. Alors, est-ce que vous avez une idée un peu de la manière dont vous allez dispatcher un peu ces infrastructures qui vont être mises en place? Oui, comme vous le savez déjà, nous avons pu, grâce au ministère de la Construction, obtenir 2 hectares pour construire le palais du Taekwondo, qui est un projet qui nous tient fort à cœur. Et donc, lors de cette Coupe du Monde, nous allons donc poser cette première pierre.
Et c'est un complexe qui prendra en ligne de compte plusieurs salles qui seront non seulement affectées au taekwondo, mais également aussi pour les autres arts martiaux. Voilà, donc par rapport à ce financement, nous allons d'abord compter sur les taekwondoïnes eux-mêmes et ensuite voir comment est-ce que le gouvernement peut nous accompagner et également certaines entreprises. Alors, bon, maître, le temps que Choualio dise quelque chose, Choualio, le fait que la Côte d'Ivoire organise ce championnat du monde ici, chez nous, c'est aussi un hommage à un grand maître, Maître Kim, auquel faisait allusion Koulibaly tout à l'heure. Absolument, c'est un dieu, c'est ce monsieur qui a beaucoup apporté au taekwondo ivoirien, qui a révolutionné le taekwondo ivoirien. Je pense que c'est un hommage à ce monsieur-là. Il faut saluer son œuvre. Et il faut aussi saluer l'œuvre de la Fédération ivoirienne de taekwondo, parce que lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on organise bien ses activités, lorsqu'on est sérieux et lorsqu'on est professionnel dans ce qu'on fait, on est toujours récompensé. Et là, je pense que le mérite, vraiment, on revient au président de la Fédération ivoirienne de taekwondo qui fait beaucoup pour cette discipline. Je crois, Alain, que c'est un aboutissement pour cette fédération. Parce que après, à mon sens, c'est la fédération qui écrase toutes les autres sur le plan national. Hein. Et après avoir occupé les premiers rôles sur le plan national, la fédération de taekwondo est en train d'exporter son label. Et ça, c'est un gros acquis. Mais comme le dit Choualio, c'est le résultat du bon travail. C'est le résultat du bon travail. Je suis vraiment séduit par la gestion managériale de cette fédération, de Baba Cheikh Daniel. Et je suis presque convaincu que le président m'en excuse, mais je constate qu'il est en train déjà de préparer sa succession. Voilà. Alors, on va libérer Maître Diarra Hippolyte. Maître, juste une question de Choualio rapidement. Oui. Oh, bonsoir, Maître. Bonsoir. Oui, on sait que chez les garçons, on a Firmin Zokou, qui est un espoir. Sédou Bané, Komena Georges. Au niveau des dames, est-ce qu'il y a de réelles chances de médailles? Vous avez 30 secondes pour répondre à la question, maître. 30 secondes. Oui, ce que nous avons fait, nous avons un vivier. C'est vrai que nous avons Babi Ruth, qui était notre représentante aux Jeux Olympiques. Mais à part elle, nous avons encore d'autres jeunes filles qui peuvent vraiment combattre et faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse gagner davantage de lauriers. Voilà, maître, en tout cas, merci d'avoir participé à l'émission avec nous. Hein. Je rappelle que c'était maître Diarra Hippolyte, deuxième vice-président de la Fédération de Taekwondo et quatrième dame. Merci et puis à très bientôt. Hein. Merci bien, à très bientôt. Koulibaly, dernière question pour tout le monde. Il est bien vrai qu'on a l'organisation de la Coupe du Monde, mais la préparation commence maintenant. Oh, la préparation. Dernier tour. Oui, il n'y a pas d'inquiétude. Moi, à mon niveau, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude parce que la Fédération ivoirienne de taekwondo est assez organisée. Et comme l'a dit tout à l'heure Maître Diarra, déjà, ils sont en train de préparer une salle omnisport. Et je pense que le palais sera prêt. Ils ont déjà organisé avec brio le championnat du monde francophone. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Je pense qu'avec le championnat du monde francophone qui se déroulera au Vietnam à partir du 15 juin, c'est une répétition générale avant cette grande compétition. Oui, après Ho Chi Minh Ville, donc au Vietnam, on a la participation à un tournoi au Mexique. Donc ça veut dire que nos athlètes sont préparés à voyager et puis ils sont préparés à rencontrer d'autres experts. Moi, je n'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à la réussite. Vous aimez bien cette fédération. Mais c'est la fédération la plus sérieuse. C'est la fédération la plus sérieuse. Je suis convaincu que sur le plan organisationnel, tout ira bien. Maintenant, pour ce qui est des médailles, ça, c'est un autre niveau. Mais c'est pas grave, c'est à bien, on aura des médailles. En tout cas, messieurs, merci d'avoir participé une fois de plus à ce rendez-vous avec les téléspectateurs de RTI2. Kofi Sakra et toute son équipe, vous voyez les noms qui défilent, se sont acharnés toute l'après-midi, toute la journée pour préparer cette émission qui a été un peu bouleversée, un tant soit peu, par l'irruption de nos deux palabreurs de bagarreurs de la sélection ivoirienne. Mais tout est rentré dans l'ordre. Ils se sont excusés, ils ont présenté leurs excuses à la nation tout entière. Ça a été une bonne chose. Mesdames et messieurs, bonsoir et on se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro de 3e mi-temps.